j'ai une question, puisque vous parlez d'études, est-ce que vous avez notion d'études en cours sur les pathologies, puisqu'on a parlé d'immunité tout à l'heure et d'auto-immunité, est-ce qu'il y a des études en cours qui pourraient mettre en avant les pathologies auto-immunes qui surviendraient au décours de la Covid-19 ? Je n'ai pas connaissance d'études en cours, mais Donc, Il n'y en a pas ? je ne sais pas. Il y a quand même des études où ils ont regardé notamment la production de différents types d'anticorps. Donc, il y a Casanova, le groupe de Casanova en France et aux États-Unis qui a montré qu'il y avait des anticorps anti-interférons chez les patients qui souffraient du Covid. Chez d'autres, ce sont des anticorps anti-phospholipides, et ça, c'est lié à la formation de thrombose, etc. Donc, il y a ce genre d'études qui sont en cours. Essayer de trouver, en fait, beaucoup plus, hein, donc sur les différents aspects de l'immunité. D'accord. Merci. On a tous quelques cas de maladies associées auto-immunes associées au Covid. Une aortite, un ortone, moi j'ai un Crohn probable, mais c'est que des trucs de chasse. Hein. On n'a pas d'études contrôlées, quoi. On n'a pas fait une étude contrôlée. Alors, on n'a pas les internistes là, c'est un peu dommage. On avait invité beaucoup d'internistes. C'est vrai, hein, c'est dommage. Hein. Et on les a invités, ils ne sont pas là. Peut-être la deuxième réunion, on renoue un interniste qui pourra venir évoquer les pathologies auto-immunes qui peuvent survenir au décours. Une des médecins, elle s'est excusée parce qu'elle avait, on ne dit pas quoi, mais elle s'est excusée. Mais le deuxième, il a dit qu'il venait, il il m'a dit qu'il serait là, mais je ne le vois pas, c'est un peu dommage. Concernant l'immunologie et donc le docteur qui s'est excusé, docteur Versini, oui, elle a l'anniversaire de son mari, sinon elle aurait été là. Après, je suis pas médecin, hein, je suis juste malade, mais je suis là aussi pour faire avancer les choses. Donc, pour vous dire de ce que j'en ai compris depuis que je suis suivie par cette personne fin juin. Elle fait des recherches et elle fait des biopsies musculaires dont j'ai eu des biopsies musculaires et des biopsies, tout ce qui est œsophage, tout là, j'ai plus les noms en tête, excusez-moi. Où donc il y avait Dr Belaïch, présence de Helicobacter à foison, où j'ai été traitée. Et en fait, ce qui ressort sur le pôle immunologie de toutes les biopsies réalisées, c'est que elles ont toutes des des similitudes, ouais. Excusez-moi parce que j'ai encore des problèmes un peu d'élocution et de mots, même si ça va mieux. Elles ont toutes des similitudes avec des maladies auto-immunes, lupus, peu importe. Enfin, moi, par exemple, c'était très proche du lupus, mais elles ne sont aucunement des maladies, excusez-moi, auto-immunes. Ouais. Et là où elle est relativement son avis est très tranché, c'est sur le fait que, comme disait Annie, certains malades ont des pics, des hauts et des bas, et les poussées inflammatoires, pour elles, sont dues à deux choses essentielles, comme les maladies auto-immunes, c'est-à-dire le stress et l'activité. C'est-à-dire que dès qu'on va faire une activité et qui pour nous n'est rien du tout par rapport à d'habitude, mais actuellement est très compliqué, aller porter un sac de 2 kilos, faire ses courses, derrière on va avoir des flambées inflammatoires, comme les gens qui ont des maladies auto-immunes, et du coup notre corps s'enflamme, mais c'est pas parce qu'il y a encore du virus, et le stress est également ce deuxième facteur aggravant par rapport à ces poussées inflammatoires. Et il y a également des malades qui n'ont pas ces hauts et ces bas. Par exemple, moi, j'en fais partie. J'ai jamais eu de hauts et de bas. J'ai des pires, on va dire, mais ça a toujours été très haut. Et c'est pour ça qu'elle m'avait hospitalisée à l'époque et on avait fait pas mal
d'investigation. Donc après, je vais vous les dire parce qu'on est là pour avancer, qu'il y a des médecins, parce que moi, j'étais inflammée de la tête aux pieds. Donc on a découvert, enfin je le savais parce que je le sentais, on connaît son corps quand on est sportif, donc on sait bien, entre guillemets, ce qu'on a quand ça va pas. Des inflammations des veines, où j'ai des varices de partout et des vaisseaux qui ont éclaté. On a fait une scintigraphie osseuse qui montre des inflammations de toutes les parties où les personnes ont des fragilités, que ce soit dû à des entorses, des opérations, des choses comme ça. Donc, toutes ces choses-là, le virus va sur ces endroits où il y a des faiblesses. Moi, par exemple, j'ai d'énormes maux de tête également depuis c'est presque 10 mois et je suis migraineuse et les maux les plus importants sont les endroits où j'ai eu 2 opérations des genoux, donc j'ai une faiblesse aux genoux, donc ça m'a vraiment énormément impacté les genoux. Les épaules ont été énormément impactées parce que j'ai eu pareil des grosses blessures en tant que basketteuse aux épaules, les mains, les poignets, tout ça lié au sport, au basket. Et là où elle est où elle diverge un petit peu avec certaines études qui montrent qu'il pourrait y avoir la persistance du virus, etc. Pour elle, c'est vraiment le système immunitaire qui est complètement déréglé, comme les maladies auto-immunes, et qui se retourne contre notre propre corps et nous montre et nous donne ces inflammations-là qui augmentent quand on a une activité ou un stress. Et pour elle, la base du traitement, c'est baisser le système immunitaire afin qu'il baisse les inflammations et que ça revienne dans l'ordre. Donc, pour vous dire un petit peu, moi, mon traitement, comme on a parlé de j'arrive plus à le dire, excusez-moi, l'ivermectine, voilà. Moi, je suis sous immunosuppresseur, immunoglobuline, toutes les 5 semaines pour baisser mon système immunitaire. J'ai également de l'aspégique bébé pour la coagulation, etc. J'ai du plaquenil. J'ai de la cortisone, mais à très faible dose. Maintenant, la dose naturelle, 5 mg tous les matins. Et ensuite, je suis suppléée de vitamine D, de zinc, de tout ce qui est oméga 3, DHA et onagre. Voilà. Et ma particularité, c'est que donc j'ai été pris en charge fin juin. J'étais dans un état déplorable parce que j'ai un statut un petit peu spécial par mon travail. Et j'ai eu cette obligation-là, donc j'étais vraiment très, très mal. Je continue à travailler parce que je suis obligée de travailler et j'ai un énorme stress par rapport à mon travail. Pour être très claire avec vous, je subis du harcèlement, entre autres, quotidien. Donc, c'est des choses qui me ramènent des inflammations, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les soins que j'ai donc de cette personne et de Fabrice qui prendra la parole tout à l'heure, qui est mon réflexologue plantaire, de ma kiné, je vois qu'il n'a pas pu venir ce soir, et de mon ostéopathe. Fabrice est là. Fabrice est là. Au jour d'aujourd'hui, malgré le fait que... On leur donnera la parole ensuite. Ouais, voilà. Je voudrais juste finir que malgré le fait que je travaille, que j'ai des stress en permanence dus au travail, j'ai fait 4 hospitalisations de ces immunosuppresseurs. Ma guérison au jour d'aujourd'hui, je pense que vous devez le voir entre mon interview du 21 décembre et aujourd'hui, les progrès sont hallucinants et en 3 hospitalisations, en 3 fois ces soins-là, plus les traitements quotidiens, ma guérison, j'en suis à plus de 50%, j'en suis presque à 3/4 et elle estime qu'entre 2 et 3 cures sont suffisantes pour retrouver une vie normale. Donc, je voulais quand même vous en parler ce soir parce que c'est également une piste pour les médecins parce que en fait, c'est un peu hallucinant d'avoir autant de progrès en ayant les 2 pires facteurs qui sont résurgence des symptômes, à savoir le stress et l'activité. Et ça me semblait essentiel ce soir de pouvoir vous le dire parce que je pense que si je n'étais pas au travail et que j'étais relax, entre guillemets, toute la journée, j'aurais pas
j'aurais encore plus de progrès, je serais peut-être même guérie à l'heure actuelle, même si je continue à perdre énormément de poids, que j'en suis à 15 kilos et que je mange beaucoup, beaucoup. J'ai des inflammations, mais aujourd'hui, ces inflammations, elles sont pas là en permanence, elles sont là quand on m'amène un stress, alors qu'avant, elles étaient là tout le temps. Et il y a énormes progrès, surtout neurologiques. Je recommence à écrire, les tremblements des mains, il y en a, mais voilà, j'arrive à écrire des mots, des choses, j'arrive à parler correctement, je trouve, ce soir. J'ai pas trop perdu de mots. Donc voilà, je voulais vous parler également de ces traitements-là, vous qui êtes docteur, parce que moi, je ne le suis pas. Mais voilà, je voulais faire ce lien, vu que le docteur n'est pas là ce soir. C'est très important. C'est une piste également. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais il en est que ce qui ressort de toutes les personnes comme moi qui ont ce même protocole, elle n'a pas de personne où il y a eu de l'échec. Ils sont tous en progression. Donc, ça me semble essentiel comme piste à vous évoquer ce soir, en plus du travail des réflexologues plantaires, kinés, ostéo. Et voilà, moi, j'ai pas énormément de soins. Je fais juste une petite marche très doucement tous les jours. Et mon ostéo tous les mois, mon réflexo tous les mois et la kiné tous les 2 fois par semaine. Après, voilà, j'ai encore du POTS, j'ai encore de la tachycardie, enfin de la dysonotomie, j'ai encore énormément de choses, mais tout baisse énormément en fait. Et voilà, ça me semble essentiel de vous le dire à vous tous, docteur, qui est là ce soir. Voilà. Merci, merci. Jean-Louis Fraisse avait dû quitter, c'est dommage parce que j'allais lui donner la parole. Alors, je ne sais pas si Natacha Goubet a pu récupérer son micro. C'est la représentante d'EFI Respi Hauts-de-France. Elle a créé cette association avec le docteur Anthony Haraud. Comme je les ai contactés très tardivement, le docteur Haraud ne peut pas être présent, mais il sera présent lors une réunion prochaine. Et eux, leur travail, puisque les prises en charge doivent être multiples chez les malades, leur travail est orienté vers la capacité respiratoire. J'aurais bien voulu que Natacha puisse présenter si elle a récupéré son micro. Il n'y a pas moyen, mais on essaiera avec elle et on invitera Bruno Escarguel pour qu'ils confrontent leur prise en charge. Et je lui ai évoqué justement la prise en charge mise en place par Bruno avec l'aide de l'ARS du traitement qu'ils avaient mis en place pour les malades BCPO et pour les malades en onco. Là, ils utilisaient une console pour que ce soit, ça est un peu ludique. Si je me trompe, tu me reprendras. Donc, ils ont mis en place un programme qui utilise une Wi-Fi et qui permet aux malades de reprendre une activité modérée. Donc là, ils ont créé un programme spécifique pour les Covid longs et ils ont de très, très bons résultats. Donc, c'est en collaboration avec l'ARS de Marseille qui a fourni les consoles pour les malades. Et donc, avec EFI Respi, on se propose d'élaborer ce type de programme dans la région valenciennoise et de le présenter et de demander la collaboration de l'ARS pour pouvoir tenter ce programme dans notre région. Et si, comme ça, on aura… Natacha, on t'a retrouvé. Oui, je viens d'essayer de me connecter sur mon portable. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je te laisse la parole. Bonsoir. Là, j'ai expliqué un petit peu, donc, que je t'ai présenté le travail de Bruno Escarguel et qu'on essaiera de faire une réunion avec EFI Respi à laquelle le docteur Anthony Haraud pourra se joindre et qu'il serait intéressant de tenter
de solliciter l'ARS Nord des Hauts-de-France pour tenter ce programme de notre côté. Et si on a des résultats, puisqu'on parlait de l'intérêt d'études faites à plus grande échelle, si on arrivait à avoir des résultats au nord et au sud qui soient intéressants, on pourra solliciter toutes les ARS de France. Mais je te laisse t'exprimer maintenant. J'avais pris, voilà. Merci, tu as réussi à meubler le temps que j'arrive à me connecter. Merci beaucoup, Annie. Donc voilà, donc moi je représente l'association EFIRESPI, qui est présidée par le docteur Haro, qui m'a demandé de prendre la parole ce soir pour présenter une initiative un petit peu typique qui a été atypique plutôt, qui a été mise en place sur le Nord et le Pas-de-Calais avec un bassin pilote autour justement du Hainaut, du Valenciennois. Donc, pour resituer un petit peu, l'association EFIRESPI, elle a été créée il y a 1 an et demi à la demande de l'ARS des Hauts-de-France qui faisait face à des difficultés de coordonner les parcours autour de l'insuffisance respiratoire chronique et plus précisément autour de la BPCO. Et on nous avait demandé de mettre en place une espèce de laboratoire d'idées pour proposer des prises en charge innovantes aux patients qui ne soient pas uniquement ciblées sur le reconditionnement et la réhabilitation respiratoire, mais qui soient davantage pluridisciplinaires, également éducatives, psychologiques, le retour à l'emploi, social, conjugal et autres. Donc, le laboratoire d'idées s'est créé il y a maintenant 2 années et est parti de besoins vraiment territoriaux qui nous ont été exprimés par les patients. Et les patients ont construit avec les professionnels qui les prenaient en charge, à savoir des médicaux, des paramédicaux, mais également des professionnels du milieu social, du sport adapté, des socio-esthéticiennes, des employeurs, des pharmaciens, des agriculteurs, quelle serait, entre guillemets, la santé respiratoire de demain. On était sur le point de déposer un projet dans le cadre de l'article 51 qui demande de penser des organisations innovantes sur les territoires, donc sur la BPCO, quand l'épidémie de Covid est arrivée. Et par la force des choses, l'ARS a identifié le réseau et la multiplicité des partenaires comme une ressource au moment de mars, du premier confinement, quand tous les cabinets de kinésithérapie notamment ont été amenés à fermer, et également quand les établissements de prise en charge pour les personnes en situation de handicap ont dû fermer leurs portes et renvoyer des patients en difficulté chez eux. Et donc là, l'ARS a vraiment appelé EFIRESPI au secours en disant « Vous avez des partenaires, vous avez des gens formés et spécialisés dans plusieurs domaines. Nous, on a des besoins sur le territoire à domicile. Il faut débrouillez-vous, il faut trouver des solutions pour ces patients qui sont chez eux et qui n'ont plus de prise en charge. » Donc, on a été greffé sur la problématique Covid un petit peu à notre insu, complètement novice, hein, comme tout le monde au final au mois de mars. Et on a pu de soins de 450 patients sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, en leur permettant d'avoir leurs soins de kinésithérapie, mais aussi le passage d'une infirmière à domicile, de pouvoir équiper certains professionnels avec des masques quand ils faisaient cruellement défaut. Et fort de cette expérience, au-delà du premier confinement, on a continué ces prises en charge et on a été confronté à justement la problématique de ce que vous appelez le Covid prolongé, c'est-à-dire que des médecins libéraux des territoires se sont rendus compte que certaines personnes qui avaient été touchées donc, par la première vague de Covid et qui avaient été prises en charge sur des tableaux cliniques de Covid qui n'étaient pas forcément très alarmants, donc à domicile, au bout de 2, 3, 4 mois, présentaient encore de nombreuses limitations respiratoires dans un premier temps, mais aussi à l'effort. Et ce n'était pas que de l'essoufflement. Il y avait aussi beaucoup les syndromes de stress post-traumatique. Il y avait des difficultés sociales, des difficultés de retour à l'emploi. Il y avait de très grosses angoisses. Et donc, les médecins du territoire ont identifié le maillage territorial EFIRESPI comme une ressource potentielle pour essayer d'organiser des parcours un petit peu plus coordonnés. Alors, on balbutie,
on se rend compte que le territoire Nord et Pas-de-Calais est quand même un territoire très dense et très peuplé. Hein. On est sur des bassins de population très importants et avec des problématiques sociales qui sont quand même sur certains territoires assez marquées. Donc, on a décidé d'avoir un territoire un petit peu plus, on va dire, humble et de travailler sur le territoire du Hainaut-Valenciennois pour le moment. Et on est en train de réfléchir dans le cadre du laboratoire d'idées à ce qui pourrait être proposé justement dans le cadre de ces prises en charge de Covid prolongées pour que les parcours puissent être optimisés. On est suivi par l'ARS. On a profité du premier confinement et des fermetures justement de cabinets pour former des professionnels en lien avec les universités, puisque moi je suis intervenante, je forme à la santé publique les futurs médecins, les infirmiers, les sages-femmes et compagnie. On a utilisé ce vecteur-là pour mettre en place une formation pluridisciplinaire en lien avec des équipes locales. Ça marche. On a plusieurs référents de secteur qui sont prêts à s'investir. Maintenant, il faut réussir à ouvrir les bonnes portes, à trouver les bons leviers et puis surtout à s'adapter à, comme vous le disiez, hein, la recherche qui s'emballe sous certains aspects. Il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas maîtrisées et donc on fait comme vous, on s'adapte. Et puis donc là, en début de semaine, Annie a contacté notre président. On participe aux échanges de ce soir. Donc je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être discutées sur le territoire, testées, comme vous. Hein. Pourquoi pas s'investir dans des projets de recherche à l'échelle nationale, puisque vous le disiez, on sait très bien que l'envergure d'un projet de recherche va faire son poids dans les communautés scientifiques. On découvre votre organisation. C'est bien qu'on ait pu être prévenu de cette réunion. Après, je ne sais pas du tout ce qu'on peut apporter, mais certainement quelque chose. Est-ce que je peux prendre la parole 2 secondes? Bien. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Moi, je voulais juste te dire que dans la première partie du mois de mars-avril où j'ai eu à traiter des patients Covid, en fait, mon hypothèse était plus basée sur des potentielles surinfections liées au pneumocoque que maintenant avec les escarguelles dont Claude, on pense plus que ce sont des bactéries intracellulaires qui sont les plus fréquemment responsables des co-infections et des complications. Mais je pense que toutes ces bactéries peuvent avoir leur part de complications. Et je voulais juste vous demander si vous aviez, entre guillemets, la possibilité d'avoir des remontées des vaccinations des BPCO, de tous les BPCO du Hauts-de-France et de leur couverture vaccinale. Ou pas, et si éventuellement en national, on ne pourrait pas avoir cette information-là. Alors, nous, on a un gros partenariat avec l'ANFIR, c'est une association nationale des insuffisants respiratoires avec une grande majorité de BPCO. Donc, il est tout à fait possible que je contacte le président pour savoir s'il pourrait faire un appel, par exemple, auprès de ses adhérents pour savoir quelle est leur couverture vaccinale, quels sont leurs souhaits également, parce qu'au-delà de la couverture, parfois, elle n'a pas lieu parce que c'est dur d'avoir un rendez-vous. Hein. On a, pas plus tard qu'hier, des patients qui ont passé leur journée pendus sur la ligne téléphonique d'un centre de vaccination et qui sont plus de 65 ans, BPCO stade 3, donc bien à risque, et qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Mais on a aussi des patients qui ne veulent pas se faire vacciner parce que l'inconnu, ça fait peur. Le taux de couverture vaccinale fait peur, les effets secondaires font peur. On va dire le côté très nouveau de ce vaccin et le manque de recul inquiète. Alors j'entends bien, mais en fait ce que je posais comme question, c'était pas sur le vaccin contre la Covid, c'était sur le vaccin contre les pneumocoques. Parce qu'en fait, ça c'est très facile de faire un sondage. Alors voilà, là, je peux peut-être répondre. Oui. Élise, dès l'instant où nous sommes à risque, dès l'instant où on a une BPCO, où on a présenté une bronchopneumopathie très atypique à un moment donné, automatiquement, on reçoit un courrier de la CPAM pour la vaccination contre les pneumocoques, Prévenard 13 et Pneumovax. D'accord, donc parce après, qu'en fait, à chacun de nous de le faire ou pas. Bien sûr. Dans tout ça, ma question, c'est plutôt de savoir si les personnes qui sont vaccinées contre le pneumocoque auraient ou pas fait des formes moins graves de Covid ou moins de Covid que les autres.
Là, je ne suis pas sûre qu'on ait actuellement Alors, une réponse à vous apporter. Je pense, Christophe, que je vais te donner les coordonnées de Natacha et d'Anthony et vice-versa. Pour pouvoir voir tout ça. Contact. Et puis, de toute façon, si on programme une réunion pour aller plus loin, parce qu'on l'a déjà envisagé avec Natacha ce matin, parce qu'on s'est appelé, en fait, j'attends juste d'avoir le retour du cardio pour connaître ma date d'hospitalisation. Sinon, on aurait déjà programmé, mis en place un doodle pour cette réunion. Donc, quand j'aurai cette information, c'est un appel du pied, hein, Guy. Quand j'aurai cette information, je pourrai programmer mes réunions ultérieures et peut-être qu'il serait intéressant, Christophe, donc je note, pour que tu te connectes avec nous, parce que en supplément, on pourrait aussi envisager que tout le travail, tu vois, qui a été mis en place par Bruno, si après on le met en place dans les Hauts-de-France, dans le Valenciennois, peut-être que tu pourrais être un acteur pour le mettre en place dans ta région, ce qui nous ferait une région supplémentaire et solliciter. Oui, je te mets un peu de travail supplémentaire, Christophe, tu me connais bien. Mais oui, je te connais bien. Ouais, tu me connais bien. Je rebondis, Annie, sur ce que tu dis. Comme j'ai expliqué, nous, on est dans le cadre d'un projet article 51 à la demande de l'ARS. Et le point fort d'un projet doit être qu'il puisse être déployé pas uniquement sur un territoire et qu'il soit multipliable. Donc, c'est exactement l'objectif. De commencer à travailler ensemble dès maintenant pour proposer quelque chose qui soit adaptable partout et montrer que la volonté, elle n'est pas de faire une expérience pilote sur un territoire pour montrer que sur tel territoire, on a un bon petit réseau qui bosse bien, mais de montrer que ce qui sert aux uns doit pouvoir servir aux autres. Et on est un peu dans la même démarche que le témoignage de la jeune dame qu'on a entendu avant sur les cures qu'elle a pu recevoir. Annabelle, oui. Quand ça marche et que c'est efficace, déjà, il faut le prouver, bien sûr, mais il faut aussi le faire partager. Et c'est un petit peu la raison de ma présence ce soir. C'était justement pour qu'on puisse travailler main dans la main, quoi. C'est encore là. Et il pourra nous parler un peu des bienfaits de la réflexologie.